Le reflet dans la baie vitrée de son bureau haussmannien renvoyait le même visage que toujours. Des yeux verts lasses, une mâchoire tendue et une expression que même une fortune de plusieurs milliards d'euros ne parvenait à adoucir. Jean-Luc Dubois ajusta sa cravate en soie d'une grande maison parisienne, un tic nerveux qu'il répétait chaque fois qu'il se sentait mal à l'aise. En bas, Paris pulsait dans une symphonie chaotique de klaxons et de vies trépidantes. Ici, au 8e étage, surplombant l'avenue Montaigne, le silence était presque absolu. Monsieur Dubois, la réunion du conseil d'administration commence dans 5 minutes. La voix de son assistante résonna dans l'interphone. Jean-Luc soupira, contemplant la ville qui s'étendait jusqu'à l'horizon, des toits de zinc aux silhouettes lointaines de la Défense. À 35 ans, il était à la tête d'un empire commercial que son père avait mis des décennies à bâtir, et pourtant, il se sentait aussi vide que les innombrables verres de vieux single malt qu'il vidait lors des nuits solitaires dans son penthouse du 16e arrondissement. « Dites-leur que j'arrive, Chloé, » répondit-il machinalement, saisissant sa tablette high-tech. Une autre réunion, plus de chiffres, plus d'acquisitions, plus de tout ce qui ne comblait pas le vide, grandissant dans sa poitrine. L'ascenseur panoramique descendit en douceur à travers les étages de l'immeuble le plus prestigieux de l'avenue. Jean-Luc observa son propre reflet dans le miroir, essayant de se souvenir de la dernière fois qu'il avait vraiment souri. Combien de temps cela faisait-il? 6 mois? 1 an? Les souvenirs récents se fondaient en un méli-mélo de dîners d'affaires, de réunions interminables et de nuits solitaires. Dans la salle de conférence, les fauteuils en cuir italien étaient occupés par les mêmes visages que toujours, des cadres en costume qui dissimulaient à peine leur envie envers le jeune héritier. Jean-Luc prit place en bout de table, commençant sa présentation avec la même énergie répétée que d'habitude. Notre 3e trimestre a dépassé les prévisions de 15%. Sa voix résonna, tandis que les graphiques dansaient sur l'écran. Notre expansion dans le secteur. C'est alors que son regard capta quelque chose par la fenêtre. De l'autre côté de la rue, un vieil immeuble du Marais attira son attention. Ce n'était pas l'architecture qui le captiva, mais une enseigne délavée qui laissait encore deviner le nom d'un restaurant. Saveurs d'antan. Ce nom réveilla quelque chose en lui, longtemps enfoui. Des souvenirs des dimanches dans la cuisine de sa grand-mère Marie, l'odeur du bœuf bourguignon qui mijotait et le sourire de son père, non pas l'homme d'affaires intransigeant qu'il était devenu, mais celui qui jouait avec lui pendant que sa mère préparait le déjeuner dominical. « Monsieur Dubois ?» La voix d'un directeur le ramena à la réalité. Jean-Luc s'éclaircit la gorge, poursuivant sa présentation, mais son esprit ne cessait de revenir à cette enseigne fanée. Quelque chose dans cet endroit l'appelait, comme une mélodie lointaine qu'il ne pouvait chasser de sa tête. Après la réunion, au lieu de retourner à son bureau, Jean-Luc resta dans la salle de conférence vide, les yeux fixés sur le bâtiment d'en face. Chloé entra discrètement, déposant un autre dossier sur son bureau. « Chloé » appela-t-il sans quitter la fenêtre des yeux. « Renseignez-vous sur ce restaurant, Saveurs d'antan. Je veux savoir s'il est à vendre. » « Mais monsieur, le rapport de fusion ?»« Le rapport peut attendre. » Ce soir-là, dans son penthouse du 16e, Jean-Luc se versa son scotch habituel de 30 ans d'âge, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas pour noyer ses frustrations. Dans ses mains, une enveloppe Kraft contenait toutes les informations sur le restaurant. Fermé depuis 5 ans, propriétaire précédente décédée, litiges familiaux non résolus. Le prix, une misère pour quelqu'un de sa fortune. Ses yeux balayèrent la ville illuminée à travers les baies vitrées. Paris ne dormait jamais, et lui non plus. Mais cette nuit était différente. Ce soir, pour la première fois depuis des années, Jean-Luc Dubois ressentit quelque chose au-delà de son vide habituel. C'était comme si ce restaurant abandonné l'appelait, lui promettant quelque chose que tout son argent ne pourrait jamais acheter. Un but. D'un geste décidé, il décrocha son téléphone. Chloé préparait les documents pour l'achat du restaurant. Peu importe le coût, je veux que l'affaire soit conclue le plus rapidement possible. Il raccrocha avant que son assistante ne puisse protester. Demain, il visiterait l'endroit.
Pour l'instant, il restait là, savourant son scotch et imaginant les possibilités. Peut-être, juste peut-être, que ce restaurant abandonné était exactement ce dont il avait besoin pour combler le vide dans sa vie. Ce que Jean-Luc ne savait pas, alors qu'il regardait la ville endormie, c'est que sa décision impulsive était sur le point de changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Parfois, les plus grands trésors se trouvent dans les endroits les plus inattendus, comme un restaurant abandonné avec des histoires encore à raconter. La clé tourna dans la serrure avec un grincement métallique qui résonna dans le bâtiment vide. Jean-Luc Dubois hésita un instant avant de pousser la lourde porte en bois de saveur d'antan. L'air à l'intérieur était dense, chargé d'histoire et d'années de négligence. Le faisceau de sa lampe de poche fendit l'obscurité, révélant des tables recouvertes de draps blancs poussiéreux. Ses pas résonnaient sur le parquet, chaque craquement racontant une histoire différente. Les murs, bien qu'écaillés, conservaient encore des traces d'un élégant papier peint au motif, rappelant des vignes entrelacées. « Alors, c'est mon nouveau projet », murmura-t-il pour lui-même, sa voix paraissant étrangement petite dans l'espace vide. Dans le coin bar, des bouteilles vides s'alignaient encore sur les étagères, leurs étiquettes passées par le temps. Jean-Luc passa ses doigts sur le comptoir en bois massif, imaginant les histoires que l'endroit avait dû connaître. Il pouvait presque entendre le tintement des verres, les rires des clients, la musique douce jouée légèrement les soirs de grande affluence. La cuisine était un grand espace rempli d'équipements industriels, recouverts d'une épaisse couche de poussière. Malgré tout, Jean-Luc pouvait en voir le potentiel. Les comptoirs en acier inoxydable, bien que ternis, étaient de haute qualité. La cuisinière industrielle, silencieuse depuis des années, semblait prête à reprendre vie. C'est alors qu'il l'entendit. Un son si faible qu'il crut d'abord que c'était son imagination. Un murmure, une berceuse. Jean-Luc se figea, tendant l'oreille. Le son venait de quelque part en dessous. Y avait-il une cave? Après quelques minutes de recherche, il trouva une porte discrète près du garde-manger. Des marches en bois descendaient en spirale, plongeant dans l'obscurité. Le son devint plus clair, c'était bien une berceuse, chantée par une voix d'enfant. Son cœur battait la chamade. Des enfants dans la cave de son restaurant abandonné? « Bonjour » appela-t-il en descendant prudemment les marches. « Y a-t-il quelqu'un » Le chant s'arrêta brusquement. Jean-Luc entendit des mouvements rapides, comme si quelqu'un se cachait. La cave était étonnamment propre et organisée, compte tenu de l'état du reste du bâtiment. Dans un coin, il remarqua un vieux matelas avec quelques couvertures pliées. Il y avait aussi une petite collection de jouets usés et quelques livres d'enfants soigneusement empilés. « Tout va bien, » dit Jean-Luc d'une voix douce. « Je veux juste aider. » Un mouvement derrière une bibliothèque abîmée attira son attention. Lentement, une petite fille émergea de l'ombre. Elle ne pouvait pas avoir plus de 5 ans, mais ses yeux avaient une maturité bien au-delà de son âge. Elle portait des vêtements propres, bien que visiblement usés, et ses cheveux étaient soigneusement tressés en 2 nattes. « Êtes-vous le nouveau propriétaire » demanda-t-elle, sa voix étonnamment ferme pour quelqu'un de si jeune. Jean-Luc hocha la tête, essayant toujours de comprendre la situation. « Mon nom est Jean-Luc. Et toi ?»« Amélie, » répondit-elle en faisant un pas en avant. Puis, comme si elle prenait une décision importante, elle se tourna et dit « Vous pouvez sortir, il a l'air gentil. » À la stupéfaction totale de Jean-Luc, 2 bébés, pas plus d'1 an, sortirent de derrière la bibliothèque. Ils étaient des jumeaux identiques, avec des boucles dorées et des yeux bleus endormis. « Voici Théo et Lucas », présenta Amélie avec le sérieux d'une hôtesse chevronnée. « Je m'occupe d'eux. » Jean-Luc sentit son monde tourner. Une fillette de 5 ans, seule, s'occupant de 2 bébés dans une cave abandonnée. « Amélie, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Où sont tes parents ?» Le visage de la fillette se ferma un instant. Maman est au ciel maintenant. Le restaurant lui appartenait. Papa, je ne l'ai jamais connu. Jean-Luc sentit une boule se former dans sa gorge. « Et vous êtes tout seul ici ? Qui s'occupe de vous »
Amélie bomba le torse, un geste qui aurait été comique dans une autre situation, mais qui lui brisait maintenant le cœur. « Je m'occupe de nous. Je sais comment faire les biberons, changer les couches, tout. La dame de la supérette du coin nous apporte parfois à manger. Elle a promis de ne dire à personne que nous vivions ici, car sinon il nous séparerait. » L'un des jumeaux, Théo ou Lucas, Jean-Luc, ne pouvait toujours pas les distinguer, se mit à gémir. Avec une efficacité surprenante, Amélie sortit un biberon déjà préparé et le tendit au bébé, qui le prit avidement. « Vous ne pouvez pas rester ici, » dit Jean-Luc, plus pour lui-même que pour elle. « S'il vous plaît, » les yeux d'Amélie se remplirent de larmes. « N'appelez pas la police. Je ne veux pas qu'ils emmènent mes frères. » Quelque chose à l'intérieur de Jean-Luc se brisa et se réassembla en même temps. Toute sa vie, tout son empire commercial, toutes ses réalisations semblaient creuses face à cette petite fille portant le monde sur ses épaules. Amélie, il s'agenouilla à sa hauteur. Et si je te disais que j'ai une grande maison avec beaucoup trop de chambres vides pour une seule personne? Une maison avec une cuisine pleine de nourriture et des salles de bain avec de l'eau chaude? Ses yeux s'écarquillèrent. Je veux dire que nous pouvons peut-être nous entraider. Toi et tes frères avez besoin d'un endroit sûr où rester. Et moi? Il s'arrêta, réalisant la vérité dans ses propres mots. J'ai besoin d'une famille. Amélie regarda les jumeaux, puis de nouveau Jean-Luc, pesant la proposition avec un sérieux qu'aucune enfant de 5 ans ne devrait jamais avoir. « On peut apporter nos jouets ?» demanda-t-elle finalement. Jean-Luc sentit un sourire sincère, son premier depuis des années, s'étendre sur son visage. « On peut apporter tout ce que vous voulez, vous. Et en acheter d'autres ?» Quelques minutes plus tard, Jean-Luc se retrouva à monter les escaliers de la cave, avec un bébé dans chaque bras, tandis qu'Amélie suivait derrière, portant sa précieuse collection de livres. C'était fou, bien sûr. Il y aurait des problèmes juridiques, des enquêtes, des problèmes sans fin. Chloé aurait probablement une crise de nerfs en l'apprenant. Mais quand Amélie lui prit la main alors qu'ils atteignaient sa voiture, quand les jumeaux se blottirent contre sa poitrine, endormis, Jean-Luc sut qu'il avait pris la bonne décision. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il ressentait quelque chose de réel, quelque chose d'important, quelque chose qu'aucun compte en banque ne pourrait jamais acheter. « Prêt à rentrer à la maison ?» demanda-t-il à Amélie, en l'aidant à s'installer sur la banquette arrière de sa berline de luxe, servant maintenant de véhicule familial. Elle hocha la tête, serrant ses livres contre elle. « La maison !» répéta-t-elle, comme pour tester le son du mot. « Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. » En traversant la nuit parisienne avec 3 enfants endormis dans sa voiture de luxe, Jean-Luc Dubois, le milliardaire solitaire, l'héritier vide, l'homme qui avait tout et rien à la fois, sentit son cœur se remplir de quelque chose qu'il ne reconnut pas immédiatement. C'était un but, c'était un sens, c'était le début d'une nouvelle vie. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'en essayant de sauver 3 petites vies abandonnées dans une cave, il était en fait en train de se sauver lui-même. L'ascenseur privé du penthouse s'ouvrit en silence sur un appartement que, jusqu'à cette nuit, Jean-Luc Dubois n'avait jamais vraiment considéré comme un foyer. Les 500 mètres carrés de luxe minimaliste, avec leurs décors gris et blancs, semblaient encore plus froids et impersonnels maintenant qu'il portait 2 enfants endormis dans ses bras. « Ouah !» murmura Amélie, ses yeux écarquillés reflétant les lumières de la ville qui entraient par les baies vitrées. On dirait les appartements dans les magazines que maman regardait. Jean-Luc regarda son propre espace à travers les yeux de la fillette, et pour la première fois, vit vraiment ce qui manquait. Il n'y avait pas de couleurs vives, pas de photos sur les murs, aucun signe que quelqu'un vivait réellement ici. C'était une salle d'exposition de design d'intérieur parfait, totalement dépourvue d'âme. « Viens, » dit-il doucement, essayant de ne pas réveiller les jumeaux. « Je vais te montrer où nous allons dormir. » Amélie le suivit dans le couloir, ses petits pas résonnant sur le sol en marbre italien. Elle s'arrêtait de temps en temps pour admirer un détail, un piano à queue noire qui ne servait que de décoration, une sculpture abstraite qui avait coûté plus cher que de nombreuses voitures de luxe, un aquarium encastré abritant uniquement des poissons exotiques et aucune des décorations colorées que l'on trouve habituellement dans les aquariums d'enfants.
« Votre appartement est joli », remarqua-t-elle en arrivant dans la chambre principale, mais il a l'air un peu triste. L'observation frappa Jean-Luc comme un coup de poing à l'estomac. C'était exactement ça. Triste. Comment n'avait-il jamais réalisé cela avant? La chambre principale était tout aussi minimaliste, avec un lit king size, habillé de draps en coton égyptien dans les tons de gris et une vue panoramique sur Paris. Jean-Luc commença à installer les jumeaux au centre du lit, mais Amélie intervint rapidement. « Non, non !» ordonna-t-elle avec l'autorité d'une baby-sitter chevronnée. « Ils peuvent rouler. Il nous faut une barrière. » Jean-Luc regarda, fasciné, tandis qu'elle disposait méthodiquement des oreillers et des coussins pour créer un nid sûr pour les bébés. Ses mouvements étaient précis et confiants, comme si elle avait fait cela 100 fois auparavant, ce qui, réalisa-t-il avec un pincement au cœur, était probablement vrai. « Tu es vraiment doué pour ça », commenta-t-il en aidant à placer le dernier oreiller. Amélie haussa les épaules, mais un petit sourire fier effleura ses lèvres. J'ai dû apprendre vite quand maman est tombée malade. Le docteur a dit qu'elle avait besoin de repos, alors je m'occupais des bébés pour qu'elle puisse dormir. Avant que Jean-Luc ne puisse pleinement mesurer le poids de cette information, l'un des jumeaux, il ne pouvait toujours pas dire lequel, se mit à s'agiter, son visage se tordant en une expression qu'Amélie reconnut immédiatement. « C'est Théo », informa-t-elle. « Il se réveille toujours le premier pour un biberon. » Comme sur un signal, Théo ouvrit les yeux et se mit à gémir. Le son semblait absurdement fort dans le silence de l'appartement, et Jean-Luc ressentit une panique momentanée. Que devait-il faire? Comment calmer un bébé qui pleure? Amélie, cependant, était déjà en mouvement. « Il faut faire un biberon », déclara-t-elle en attrapant son sac à dos usé. « Où est votre cuisine ?» La cuisine de Jean-Luc était une étude en acier inoxydable et en marbre noir, avec des appareils électroménagers, dernier cri rarement utilisé pour autre chose que l'expresso et le réchauffage occasionnel de plats livrés. Amélie regarda autour d'elle avec un intérêt professionnel, comme un chef évaluant un nouveau poste de travail. « Maman aurait adoré une cuisine comme celle-ci », commenta-t-elle en sortant un récipient de lait en poudre soigneusement conservé de son sac. Elle disait toujours qu'une bonne cuisine est le cœur d'une maison. Jean-Luc la regarda prendre les choses en main avec une facilité déconcertante, ayant même besoin d'un marchepied improvisé pour atteindre l'évier. Il improvisa rapidement avec une caisse de vin vide. Amélie se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. « D'abord, on fait bouillir l'eau », expliqua-t-elle, tel un professeur patient guidant un nouvel élève. Mais il faut la laisser refroidir un peu, sinon ça leur brûle la bouche. Ma maman m'a appris à tester sur mon poignet. Si c'est trop chaud pour mon poignet, c'est trop chaud pour le bébé. Jean-Luc absorbait chaque mot, pleinement conscient de l'étrange inversion des rôles qui se déroulait. Lui, un homme qui dirigeait un empire commercial, apprenait les bases de la puériculture d'une enfant de 5 ans. Maintenant, poursuivit Amélie en mesurant la poudre avec précision, c'est 2 mesures pour chaque 30 millilitres d'eau. Il faut bien mélanger, pas de grumeaux. Tandis qu'elle préparait le biberon, elle commença à partager davantage sur sa mère, Sylvie. C'était comme si le fait d'enseigner à Jean-Luc avait ouvert une porte sur ses souvenirs, et maintenant il coulait librement. « Maman était la meilleure cuisinière du monde », déclara-t-elle avec une conviction absolue. Elle pouvait rendre n'importe quoi délicieux, même les brocolis, et je détestais les brocolis. Jean-Luc sourit, se rappelant soudain la capacité presque magique de sa propre grand-mère à transformer des ingrédients simples en repas mémorables. « Ma grand-mère était pareille », se surprit-il à dire. Elle faisait un bœuf bourguignon dont l'odeur emplissait toute la maison. Les yeux d'Amélie s'illuminèrent d'intérêt. La sauce de maman était comme ça aussi. Elle m'a appris que le secret était de la laisser mijoter lentement, avec amour. Et il devait toujours y avoir du basilic frais. Elle le faisait pousser dans l'arrière-cour du restaurant. Au fil de la nuit, d'autres histoires émergèrent entre les biberons et les changements de couches, une autre compétence qu'Amélie maîtrisait étonnamment. Jean-Luc découvrit le monde de saveurs d'antan à travers les yeux d'une enfant qui avait grandi parmi ses tables et ses casseroles.
Nous avions des clients qui venaient tous les dimanches, raconta Amélie en berçant Lucas pendant que Théo somnolait, satisfait. Monsieur et Madame Dupont commandaient toujours les lasagnes spéciales. Maman les faisait avec des pâtes super fines, elle appelait ça de la pâte de soie. Et Monsieur Robert, il était allergique aux crevettes, mais adorait les fruits de mer, alors maman a créé un plat spécial juste pour lui, avec du poisson et des moules. Jean-Luc pouvait visualiser chaque scène qu'elle décrivait. Le restaurant plein de vie, les familles occupant les tables, l'arôme des plats préparés avec amour emplissant l'air. C'était si différent de l'endroit abandonné qu'il avait trouvé, et pourtant, à travers les mots d'Amélie, cela semblait plus réel que jamais. « C'était comment de travailler en cuisine avec ta maman ?» demanda-t-il, véritablement intéressé. Le visage d'Amélie s'illumina à ce souvenir. C'était la meilleure chose au monde. J'avais même mon propre tablier, tu sais, tout blanc, avec mon nom brodé dessus. Maman disait que j'étais son sous-chef spécial. Elle fit une pause, ajustant Lucas dans ses bras avec l'habileté d'une nounou professionnelle. J'ai commencé par aider avec de petites choses, laver la salade, trier les ingrédients. Mais ensuite, maman m'a appris plus de choses. Je pouvais faire la sauce de base toute seule, et elle commençait à m'apprendre à faire les pâtes quand... Sa voix vacilla, et Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Doucement, il prit Lucas de ses bras, surpris de voir à quel point le geste lui semblait déjà naturel. « Elle doit beaucoup te manquer, » dit-il doucement. Amélie hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Parfois, je me réveille, et pendant une seconde, j'oublie qu'elle est partie. Puis je me souviens. Je dois être forte pour les bébés. Maman m'a fait promettre que je m'occuperai toujours d'eux. Jean-Luc s'agenouilla devant elle, tenant Lucas d'un bras, tout en utilisant sa main libre pour essuyer ses larmes. « Amélie, tu as été plus forte qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à l'être. Maintenant, tu peux partager une partie de cette responsabilité avec moi, d'accord ?» Elle l'étudia avec ses yeux anciens, dans un jeune visage. « Tu promets que tu ne nous sépareras pas ? Que tu nous laisseras rester ensemble ? » « Je le promets, » répondit Jean-Luc sans hésitation, surpris par la certitude de sa propre voix. « Vous trois, vous êtes une famille, et les familles doivent rester ensemble. » Un petit sourire apparut sur le visage d'Amélie. « Alors, vous êtes notre famille maintenant, aussi, » déclara-t-elle avec la logique simple des enfants, « parce que vous vous occupez de nous. » Ces mots frappèrent Jean-Luc avec une force inattendue. Famille. Quand la dernière fois ce mot avait-il signifié quelque chose de réel pour lui? Ses parents étaient vivants, bien sûr, mais leur relation était depuis longtemps devenue purement professionnelle. Noël était une occasion de discuter des résultats financiers. Les anniversaires étaient rappelés par des assistants, marqués par des cartes génériques et des cadeaux coûteux mais impersonnels. La nuit avançait, et les premiers signes d'épuisement apparurent sur le visage d'Amélie, bien qu'elle luttât courageusement contre le sommeil. Jean-Luc réalisa qu'il devait organiser les couchages. « Tu peux prendre mon lit ?» proposa-t-il. « Je dormirai sur le canapé. » Mais Amélie secoua la tête. « Je dois être près des bébés. Nous dormons toujours ensemble. » Elle entreprit alors d'organiser son petit espace sur le sol, à côté du nid improvisé des jumeaux. Ses mouvements étaient méthodiques et efficaces, témoignant de mois de pratique. Jean-Luc la regarda avec admiration, tandis qu'elle transformait quelques couvertures en un lit étonnamment confortable. « Tu vois, maintenant je peux atteindre les deux s'ils pleurent pendant la nuit, » expliqua-t-elle, fière de son ingéniosité. Jean-Luc s'assit par terre, s'adossant au mur, observant simplement Amélie qui cédait enfin au sommeil. Même endormie, l'une de ses mains restait tendue vers ses frères, une ancre silencieuse de protection. Son téléphone vibra de nouveau, probablement Chloé essayant toujours de comprendre pourquoi il avait manqué 3 réunions importantes aujourd'hui. Mais pour la première fois de sa vie d'adulte, Jean-Luc ne se sentit pas obligé de répondre tout de suite. Le monde de l'entreprise, qui jusqu'à la veille avait été tout son univers, semblait soudain lointain et moins urgent. Ses pensées dérivèrent vers le restaurant. Maintenant, il le voyait avec des yeux différents, non plus seulement comme un investissement potentiel, mais comme un lieu rempli de souvenirs,
de famille et d'amour pour la nourriture et les gens. Les histoires d'Amélie avaient donné vie aux murs vides et rempli l'espace abandonné de rires et d'arômes, de repas préparés avec soin. Il se souvint de sa propre enfance, des rares occasions où sa grand-mère parvenait à réunir la famille pour le déjeuner du dimanche. L'odeur de la sauce tomate maison, le son de la pâte pétrie sur une solide table en bois, les rires autour de la table. Quand exactement avait-il perdu ce lien avec la nourriture, avec la famille, avec le simple plaisir d'un repas partagé? Amélie bougea dans son sommeil, murmurant quelque chose à propos de basilic frais. Jean-Luc sourit, réalisant que ce n'était peut-être pas une coïncidence s'il avait trouvé ses enfants dans ce restaurant particulier. Peut-être que Saveurs d'antan était destiné à être plus qu'une simple acquisition dans son portefeuille. Dans la cuisine silencieuse du restaurant, sous des couches de poussière et de négligence, il y avait des histoires qui attendaient d'être redécouvertes. Dans les souvenirs d'Amélie de sa mère, il y avait des leçons, non seulement sur la cuisine, mais sur l'amour, la famille et le but. Et peut-être, pensa Jean-Luc, qu'il avait quelque chose à apprendre de ces leçons aussi. Il ferma les yeux, laissant le silence réconfortant de la chambre l'envelopper. Demain, il y aurait beaucoup à faire, des achats pour les enfants, des arrangements juridiques, des explications sans fin pour Chloé et le conseil d'administration. Mais maintenant, à cet instant, pour la première fois depuis des années, il se sentait en paix. Sa dernière pensée avant de s'endormir, là, assis sur le sol de sa chambre, fut pour les recettes. Peut-être que si Amélie acceptait de lui apprendre, il pourrait apprendre à faire cette sauce qui devait mijoter lentement, avec amour. Après tout, comme Sylvie l'avait appris à sa fille, parfois les ingrédients les plus simples, combinés avec soin et patience, pouvaient créer quelque chose d'extraordinaire. L'aube se levait quand Amélie se réveilla brièvement, voyant Jean-Luc endormi sur le sol. Un instant, elle le regarda avec la même intensité qu'il l'avait regardé des heures auparavant. Puis, silencieusement, elle prit l'une de ses couvertures et le couvrit doucement. « Maman !» murmura-t-elle dans la pièce silencieuse, « je crois que tu l'aimerais bien. Il a des yeux tristes comme toi parfois, mais je pense qu'on peut l'aider avec ça. Tu disais toujours que la meilleure recette pour la tristesse, c'est la famille, la bonne nourriture et beaucoup d'amour, n'est-ce pas ?» Les premiers rayons de soleil traversèrent la fenêtre, illuminant la pièce où 4 personnes improbables commençaient leur voyage en tant que famille. Dehors, Paris s'éveillait à une autre journée bien remplie, mais à l'intérieur de cette pièce, dans le silence du petit matin, quelque chose d'extraordinaire s'était déjà produit. Un homme qui avait tout, sauf ce qui comptait vraiment, avait trouvé le chemin de la maison, grâce à l'amour de 3 petits orphelins et au souvenir d'un restaurant abandonné. Jean-Luc Dubois fixait l'écran de son ordinateur portable, essayant de se concentrer sur les chiffres de sa dernière acquisition, pendant que Théo et Lucas jouaient sur son tapis persan importé. Amélie était assise à la table de la salle à manger, concentrée sur ses devoirs de sa nouvelle école. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée des enfants dans sa vie, et son appartement autrefois minimaliste ressemblait maintenant à un champ de bataille coloré. Des jouets décoraient le sol, auparavant immaculé. Des dessins d'enfants étaient scotchés sur le réfrigérateur en acier inoxydable. Le piano à queue, autrefois purement décoratif, servait maintenant de forteresse aux ours en peluche des jumeaux. Même son bureau à domicile avait été envahi par des crayons de couleur et des livres d'histoire. « Monsieur Dubois ?» La voix de Chloé résonna depuis l'ordinateur portable, le ramenant à la réalité de la visioconférence. « Les investisseurs attendent votre décision sur la fusion. » Jean-Luc ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par un cri perçant. Lucas avait trébuché en essayant de faire ses premiers pas. En quelques secondes, Jean-Luc était par terre, consolant le bébé. « Je suis désolé, » dit-il à l'écran plein de cadres. « Pourrions-nous reporter ?» Les pleurs de Lucas s'intensifièrent, et Amélie les rejoignit rapidement sur le sol. « Il s'est cogné la tête ?» demanda-t-elle, inquiète, ses petites mains vérifiant expertamment son frère. « Chloé, nous devrons continuer cela demain », décida Jean-Luc en fermant l'ordinateur portable sans attendre de réponse.
il y a quelques semaines, l'idée d'interrompre une réunion importante aurait été impensable. Maintenant, cela semblait la chose la plus naturelle au monde. « Ça va, champion ?» murmura-t-il à Lucas, qui se calmait déjà dans ses bras. « Tu y arriveras la prochaine fois. » Amélie sourit en le regardant. « Vous progressez, dit-elle. Avant, vous mettiez plus de temps à les calmer. » Jean-Luc ressentit une vague de fierté face à ce compliment. C'était vrai, il apprenait. Les nuits blanches, les changements de couches maladroits, les biberons parfaitement préparés, tout cela lui semblait maintenant aussi normal que les réunions du conseil d'administration et les dîners d'affaires l'avaient été autrefois. Son téléphone vibra, un autre email urgent de Chloé. Jean-Luc l'ignora, préférant regarder Théo qui tentait maintenant ses propres pas hésitants, inspiré par son frère. « Tu sais, » dit Amélie, pensive, en aidant Théo à trouver l'équilibre. Maman disait toujours que parfois, les meilleures choses dans la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Jean-Luc la regarda, surpris par la profondeur de sa déclaration. « Ta mère semblait être une femme très sage. »« Elle l'était, » confirma Amélie, son regard momentanément lointain. Puis, comme si elle prenait une grande décision, elle ajouta « Je pense qu'elle serait heureuse de savoir que vous vous occupez de nous maintenant, papa. » Le monde s'arrêta. Jean-Luc se figea, son cœur battant si fort qu'il crut qu'il allait éclater. « Que? Comment m'as-tu appelé ?» Amélie se mordit la lèvre, soudainement incertaine. « Désolé, je n'aurais pas dû… » « Non, » l'interrompit rapidement Jean-Luc, la voix tremblante. « Ne t'excuse pas, c'est juste… Tu m'as pris par surprise. » Elle l'étudia avec ses vieux yeux dans un jeune visage. « C'est juste que vous agissez comme un papa, un vrai papa. Vous jouez avec les jumeaux, vous m'aidez avec mes devoirs, vous nous faites à manger, même si vous n'êtes toujours pas très doué en cuisine, » ajouta-t-elle avec un petit sourire. Jean-Luc rit à travers les larmes qu'il n'avait pas réalisé qu'il versait. C'était vrai. Ses tentatives en cuisine étaient, au mieux, intéressantes. Mais il apprenait. Tout comme il apprenait tout le reste sur le fait d'être un père. « Amélie, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, « je serais honoré d'être ton papa. Pour vous trois, si c'est ce que vous voulez. » En réponse, Amélie se jeta dans ses bras, manquant de faire tomber Lucas. « Je le veux, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Tellement !» À ce moment-là, comme s'ils sentaient l'importance de ce qui se passait, les jumeaux se joignirent au câlin, leur rire de bébé remplissant l'appartement qui avait été si silencieux. Le téléphone vibra de nouveau, mais Jean-Luc le remarqua à peine. Assis sur le sol de son appartement de luxe, tenant 3 enfants qui avaient complètement changé sa vie, il comprit enfin ce que signifiait être vraiment riche. Plus tard dans la nuit, après que les enfants se soient endormis, Jean-Luc s'accorda un moment de réflexion. Les dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions et d'adaptations. Sa garde-robe de costumes italiens partageait maintenant l'espace avec des vêtements tachés de nourriture pour bébé. Ses réunions étaient souvent interrompues par des pleurs ou des rires. Son temps était partagé entre les rapports financiers et les histoires du soir, et il n'avait jamais été aussi heureux. Chloé avait suggéré d'engager une nounou à plein temps, arguant que ce serait plus efficace pour ses affaires, mais Jean-Luc refusa. Il voulait être là pour chaque instant, chaque première fois, chaque petite étape. Les affaires pouvaient attendre. Sa famille? Non. Famille. Le mot le surprenait encore parfois. Comment 3 orphelins trouvés dans la cave d'un restaurant étaient-ils devenus si essentiels à son existence, si rapidement? Un bruit doux le tira de ses pensées. Amélie se tenait à la porte de la chambre, serrant son ours en peluche préféré. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête, entrant dans la pièce. « J'ai rêvé de maman », dit-elle en grimpant sur le lit à côté de lui. Elle souriait. Jean-Luc la serra dans ses bras, sentant son cœur se serrer. « Tu veux m'en parler ?»« Nous étions dans le restaurant », commença Amélie en se blottissant contre lui. Elle cuisinait, et vous étiez là aussi, en train d'apprendre à faire sa sauce spéciale. Elle a dit qu'elle était heureuse parce que maintenant, nous vous avons pour prendre soin de nous. Jean-Luc déglutit, la gorge nouée.
Je promets que je prendrai toujours soin de vous, murmura-t-il. Toujours. Amélie sourit, somnolente. Je sais, papa. Je sais. Et là, avec Amélie s'endormant dans ses bras, Jean-Luc Dubois, le PDG implacable, le milliardaire solitaire, l'homme qui avait autrefois tout misé sur les affaires, réalisa qu'il avait enfin trouvé son véritable but dans la vie. Ce n'était pas dans les contrats à 1 million de dollars ou les acquisitions d'entreprises. C'était dans les sourires endormis des jumeaux, dans les histoires du soir, dans les petites victoires quotidiennes de l'apprentissage du métier de père. C'était dans la façon dont Amélie le regardait avec une confiance absolue, dans la façon dont les jumeaux couraient vers lui quand il rentrait à la maison, dans la façon dont elle disait « papa » avec tant d'amour et de certitude. Le soleil se levait sur Paris, peignant le ciel de teintes rosées. Dans quelques heures, les jumeaux se réveilleraient, réclamant leur biberon. Amélie aurait besoin d'aide pour plus de devoirs, et son téléphone continuerait de sonner avec des demandes de travail. Mais Jean-Luc savait maintenant exactement où se trouvaient ses priorités. Parce que parfois, les meilleures choses dans la vie arrivent vraiment quand on s'y attend le moins. Et parfois, l'amour d'une famille est tout ce dont nous avons besoin pour nous sentir complets. L'arôme de la sauce tomate emplissait la cuisine de l'appartement, se mêlant au rire d'Amélie et au babillage des jumeaux. Jean-Luc regardait, étonné, son petit chef de 5 ans lui expliquer patiemment les étapes de la recette. « Non, papa, » rit-elle en posant sa main sur la sienne, sur la cuillère en bois. « Il faut remuer avec amour, tu te souviens ? Maman disait toujours que la nourriture de restaurant n'a jamais le même goût que la nourriture faite maison. Il manque l'amour. » Jean-Luc sourit, ajustant sa technique selon ses instructions. C'était samedi après-midi, et sa cuisine, auparavant immaculée et à peine utilisée, ressemblait maintenant à un champ de bataille coloré. Des éclaboussures de sauce tachaient le tablier qu'Amélie insistait pour qu'il porte, et il y avait de la farine même dans ses cheveux, habituellement impeccables. « Tu sais, » remarqua-t-il, alors qu'Amélie supervisait son brassage de la sauce. « Peut-être qu'il est temps que nous allions jeter un œil au restaurant, voir ce qu'il faut faire pour le rouvrir. » Les yeux d'Amélie brillèrent. « Vraiment ? On peut le refaire comme avant, avec des nappes à carreaux et des photos sur les murs ?»« Bien sûr, » répondit Jean-Luc, surpris par son propre enthousiasme. « En fait, je pensais y aller demain. Qu'en penses-tu » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, la sonnette retentit. Jean-Luc fronça les sourcils. Il n'attendait personne. Amélie attrapa rapidement les jumeaux qui jouaient dans leur parc de fortune dans la cuisine, se glissant instinctivement dans son rôle protecteur de grande sœur. Quand Jean-Luc ouvrit la porte, son cœur se figea un instant. Gérard Dubois, son père, se tenait dans le couloir, sa silhouette imposante adoucie seulement par l'expression incertaine de son visage. « Papa » réussit à dire Jean-Luc, conscient de la sauce sur son tablier et de la farine dans ses cheveux. Gérard s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Chloé m'a parlé des enfants et du restaurant. » Avant que Jean-Luc ne puisse répondre, Amélie apparut à ses côtés, tenant toujours les jumeaux. « Bonjour » salua-t-elle avec sa confiance habituelle. « Vous êtes le papa de papa ?» Le regard de Gérard Dubois s'adoucit visiblement en voyant les enfants. « Oui, c'est moi. Et tu dois être Amélie. »« Entre, papa !» s'entendit dire Jean-Luc, se surprenant lui-même. Nous étions en train de faire de la sauce tomate. La scène qui suivit fut surréaliste. Gérard Dubois, le magnate des affaires redouté, assis dans une cuisine en désordre, regardant sa petite-fille apprendre à son fils à cuisiner. Les jumeaux, peu impressionnés par la réputation de leur grand-père, l'adoptèrent rapidement comme leur nouveau jouet préféré. « Tu te souviens quand grand-mère faisait de la sauce comme ça ?» commenta doucement Gérard après quelques minutes de silence. « Le dimanche. » Jean-Luc arrêta de remuer la sauce, des souvenirs longtemps enfouis refaisant surface. « Je me souviens. Tu étais toujours en retard en rentrant du travail, mais elle attendait pour servir que tu arrives. Et tu t'asseyais sur le comptoir, exactement comme elle le fait, » acquiesça Gérard en désignant Amélie, qui les observait tous les deux avec curiosité. Toujours à vouloir aider. Jean-Luc ne répondit pas immédiatement, laissant le souvenir s'imprégner. «
Quand la dernière fois, lui et son père avaient-ils discuté de quoi que ce soit d'autre que du travail? « Est-ce que grand-mère faisait aussi de la sauce ?» demanda Amélie, brisant la tension. « Comme maman ?» Gérard sourit, un vrai sourire que Jean-Luc n'avait pas vu depuis des années. Oui, elle était italienne. Elle disait que le secret, c'était de cuisiner avec amour. « Comme maman disait », termina Amélie avec enthousiasme. Le reste de l'après-midi se déroula de manière étonnamment naturelle. Gérard partagea des histoires sur la grand-mère de Jean-Luc, sur les réunions de famille du dimanche qui se firent de plus en plus rares à mesure que les affaires prenaient de l'ampleur. Amélie, à son tour, lui parla de sa mère et du restaurant. « Tu sais, mon fils, » dit Gérard en aidant Jean-Luc à ranger la cuisine après qu'Amélie ait emmené les jumeaux prendre leur bain. « Quand tu as dit que tu voulais acheter un restaurant abandonné, j'ai cru que c'était juste un autre investissement. Mais maintenant, je comprends. » Jean-Luc haussa un sourcil. « Tu comprends quoi ? » « Que peut-être tu réalises le rêve que je n'ai jamais eu le courage de poursuivre, » répondit son père, le surprenant. « Ta grand-mère a toujours voulu ouvrir un restaurant. J'ai choisi la voie sûre des affaires, et petit à petit, nous avons perdu quelque chose d'important en chemin. » Jean-Luc regarda vraiment son père alors, le voyant vraiment pour peut-être la première fois depuis des années. Non pas l'homme d'affaires prospère, mais un homme qui avait peut-être aussi eu des rêves longtemps oubliés. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, papa, » dit-il doucement. « Amélie me l'apprend tous les jours. » Gérard sourit, un sourire si semblable à celui d'Amélie quand elle parlait de sa mère. « Tu sais ce qu'elle t'apprend d'autre ? À être un meilleur père que je ne l'ai été. »« Papa ? » ?»« C'est vrai, mon fils, et j'en suis fier. » Juste à ce moment, Amélie rentra dans la cuisine avec les jumeaux, tous deux maintenant propres et en pyjama. « Papy, » dit-elle naturellement, comme si Gérard avait toujours fait partie de leur vie. « Tu veux rester pour le dîner ? On a fait trop de sauce. » Le regard que père et fils échangèrent en dit plus que 1000 mots. « J'adorerais, » répondit Gérard, la voix rauque. Plus tard, après le départ de son père et le coucher des enfants, Jean-Luc se tenait sur le balcon de son penthouse, regardant la ville illuminée. Saveur d'antan ne serait pas seulement une autre affaire dans son portefeuille, ce serait un héritage, pas seulement pour Amélie et les jumeaux, mais pour ce petit garçon qui rêvait autrefois de cuisiner comme sa grand-mère. Son téléphone vibra avec un message de son père. « Et si on déjeunait en famille dimanche ? Ta mère est impatiente de rencontrer ses petits-enfants. » Jean-Luc sourit, réalisant que son vrai rêve n'avait jamais été seulement de posséder un restaurant. C'était d'avoir une famille. Et d'une manière ou d'une autre, magiquement, maintenant, il avait les deux. Le vent de la nuit portait l'arôme persistant de la sauce tomate, et Jean-Luc aurait juré sentir les sourires de deux femmes, sa grand-mère et Sylvie, bénissant ce nouveau départ. Parce que parfois, les plus beaux rêves sont ceux qui sommeillent dans nos cœurs, attendant le bon moment pour se réveiller. Le coup à la porte est venu un mardi après-midi ensoleillé, alors que Jean-Luc essayait de convaincre Théo de manger sa purée de légumes. Amélie était à l'école, faisant partie de la routine qu'ils avaient établie ces dernières semaines, et Lucas dormait profondément dans son nouveau berceau. Monsieur Dubois le salua une voix féminine sérieuse dès qu'il ouvrit la porte. « Je suis Marianne Santos, des services de protection de l'enfance, et voici le docteur Richard Martin, du tribunal de la famille. Pouvons-nous entrer ?» Le cœur de Jean-Luc se figea. Il savait que ce moment viendrait. Il était impossible de cacher 3 enfants pour toujours, surtout après avoir inscrit Amélie à l'école. Pourtant, la réalité de la chose le frappa comme un coup de poing à l'estomac. « Bien sûr !» répondit-il, gardant sa voix calme en les invitant à entrer dans le salon. « Excusez le désordre, j'étais en plein déjeuner avec Théo. » L'assistante sociale examina la pièce avec des yeux analytiques. Des jouets organisés dans des paniers colorés, des photos récentes des enfants sur les murs, les dessins d'Amélie fièrement affichés sur le réfrigérateur en acier inoxydable. L'appartement qui ressemblait autrefois à une salle d'exposition de design s'était clairement transformé en un foyer. « Monsieur Dubois »
commença le docteur Richard, ajustant ses lunettes, nous avons reçu un rapport concernant 3 mineurs vivant sous votre garde sans tutelle légale appropriée. Pourriez-vous nous expliquer la situation ? Jean-Luc prit une profonde inspiration, installant Théo dans ses bras. Le bébé, inconscient de la tension, jouait joyeusement avec sa cravate. « J'ai trouvé les enfants dans la cave du restaurant que j'ai acheté, » commença-t-il, optant pour une honnêteté totale. Amélie, l'aînée, s'occupait seule de ses frères depuis la mort de leur mère. Je ne pouvais pas simplement ignorer leur situation. « Et pourquoi n'avez-vous pas informé les autorités tout de suite ?» demanda Marianne en prenant des notes sur son carnet. « Amélie avait peur qu'on sépare la fratrie, » dit Jean-Luc, la voix légèrement tremblante. « Et puis, eh bien, ils sont devenus ma famille. » Le docteur Richard fronça les sourcils. « Je comprends votre inquiétude, monsieur Dubois, mais il y a des procédures légales qui doivent être suivies. Vous avez essentiellement pris 3 enfants sans autorisation appropriée. » Pris ? Une petite voix ferme retentit de la porte. Amélie était là, toujours avec son sac d'école. Ses yeux habituellement doux lançaient maintenant des éclairs. « Papa nous a sauvés. Amélie. » Jean-Luc se leva, surpris. Elle était censée être à l'école pour encore 2 heures. « Qu'est-ce que tu fais à la maison si tôt ? » « J'ai eu un pressentiment, » répondit-elle en entrant dans le salon avec la dignité d'une petite reine. « Et la maîtresse m'a laissé partir, car j'avais fini tout mon travail. » L'expression de Marianne s'adoucit en s'adressant à la fillette. « Bonjour Amélie. Pouvons-nous te parler un instant ?» Amélie hocha la tête, s'asseyant à côté de Jean-Luc et lui prenant la main. « Demandez ce que vous voulez. Mais d'abord, je veux dire une chose. Papa est la meilleure chose qui nous soit arrivée depuis que maman est allée au ciel. » Pendant 1 heure, Amélie répondit à chaque question avec une maturité qui surprit même Jean-Luc. Elle parla de la maladie de sa mère, de la façon dont elle avait appris à s'occuper des jumeaux, des mois qu'ils avaient passés seuls dans la cave du restaurant. « Et comment est la vie avec monsieur Dubois ?» demanda Marianne. « Il est notre papa maintenant, » corrigea doucement Amélie. « Au début, il ne savait pas faire grand-chose, même pas un biberon, » rit-elle, faisant rougir Jean-Luc. « Mais il a tout appris. Il nous fait à manger, nous lit des histoires pour dormir, m'aide avec mes devoirs. »« Et son travail ?» intervint le docteur Richard. « Il doit être difficile de jongler avec un travail exigeant et 3 jeunes enfants. »« Il travaille beaucoup, » admit Amélie, « mais il est toujours à la maison pour le dîner avec nous. Et quand il a une réunion importante, il installe son ordinateur sur la table de la cuisine pour pouvoir rester près de nous pendant qu'il travaille. » Jean-Luc sentit les larmes lui monter aux yeux. Comment cette petite enfant pouvait-elle être si observatrice, si éloquente ? Monsieur Dubois se tourna vers lui Marianne. « Vous comprenez que nous devrons ouvrir une procédure formelle de tutelle, n'est-ce pas ? Il y aura des visites à domicile régulières, des évaluations, des rapports. »« Je ferai tout ce qu'il faut, » l'interrompit Jean-Luc, la voix résolue. « J'engagerai les meilleurs avocats, je me soumettrai à toute évaluation, je suivrai toute procédure. Mais je n'abandonnerai pas mes enfants. » Amélie lui serra la main, et Théo choisit ce moment pour rire bruyamment, brisant la tension dans la pièce. « Papa, » murmura Amélie, « montre-leur la chambre des jumeaux, et mon cahier d'école, et les photos du déjeuner du dimanche, chez Papy. » Pendant encore 2 heures, Jean-Luc et Amélie firent de visiter l'appartement aux visiteurs, affichant les preuves de leur vie de famille. La chambre des jumeaux, décorée sur le thème de la savane, le coin bureau d'Amélie, avec ses affaires scolaires bien organisées, des photos récentes avec les grands-parents, montrant une famille élargie, aimante. Quand ils partirent enfin, Marianne et le docteur Richard laissèrent une pile de paperasse et une liste de procédures à suivre, mais aussi une lueur d'espoir. « Amélie est une enfant extraordinaire, » commenta Marianne avant de partir. « Et il est clair qu'il y a un lien entre vous. Ce ne sera pas un processus facile, monsieur Dubois, mais nous travaillerons pour garder cette famille unie. » Après que la porte se soit refermée, Amélie se jeta dans les bras de Jean-Luc, laissant enfin tomber sa façade mature. « Ils ne vont pas nous emmener, n'est-ce pas, papa ?» Jean-Luc la serra fort, sentant son petit corps trembler.
Non, ma princesse, ils ne le feront pas. Je promets que je me battrai avec tout ce que j'ai pour garder notre famille ensemble. Je sais, murmura-t-elle contre sa poitrine, parce que tu es notre vrai papa maintenant. Pas sur le papier, mais dans nos cœurs. Et c'est ça qui compte, n'est-ce pas? Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Jean-Luc resta debout à lire les documents que les autorités avaient laissés. Des procédures judiciaires, des évaluations psychologiques, des visites supervisées. Le chemin serait long et compliqué. Mais quand il regarda dans la chambre où dormaient ses enfants, car c'est ce qu'ils étaient maintenant, ses enfants, il sut qu'il affronterait n'importe quelle bataille. Parce que parfois, les familles ne sont pas faites de sang ou de papier, mais de choix et d'amour. Et il avait choisi d'aimer ses 3 enfants dès l'instant où il les avait trouvés dans cette cave sombre. Maintenant, il lui suffisait de montrer au monde que parfois, les liens les plus forts sont ceux que le cœur choisit de créer. Saveur d'antan était méconnaissable. Les fenêtres, maintenant propres, laissaient entrer la lumière du soleil qui jouait sur les particules de poussière soulevées par les travaux. Des ouvriers allaient et venaient, transportant des fournitures et des outils, tandis que Jean-Luc et Amélie supervisaient chaque détail de la transformation. « C'est ici qu'était la table de grand-mère Marie », expliqua Amélie en désignant un coin spécifique de la salle à manger. Elle venait tous les dimanches et m'apportait toujours des bonbons au café. Jean-Luc prit une note mentale, imaginant déjà une plaque discrète marquant cet endroit, la table de grand-mère Marie. Préserver ses souvenirs était important, construire un pont entre le passé et l'avenir qu'il créait. « Et pour les couleurs des murs ?» demanda-t-il, en regardant Amélie examiner des échantillons de peinture avec le sérieux d'un décorateur professionnel. « Lesquels penses-tu que ta maman aurait choisi ?» Amélie pencha la tête, pensive. Maman disait toujours qu'un restaurant devait être aussi chaleureux qu'un câlin. Elle aimerait ce jaune doux qui ressemble à la lumière du soleil. Au centre de la salle à manger, Théo et Lucas jouaient dans leur parc de fortune, à l'abri de la poussière et du chaos de la rénovation. Les jumeaux, qui avaient maintenant près de 2 ans, devenaient chaque jour plus actifs et curieux. « Papa !» appela soudain Amélie, excitée. « Regarde Théo !» Jean-Luc se tourna juste à temps pour voir Théo se hisser sur la balustrade du parc et faire ses premiers pas hésitants. La fierté et l'émotion l'envahirent alors qu'il filmait le moment sur son téléphone. « C'est ça, champion !» encouragea-t-il, regardant le petit garçon marcher avec détermination vers un jouet. Pour ne pas être en reste, Lucas suivit bientôt l'exemple de son frère, provoquant les acclamations excitées d'Amélie. « Ils marchent, tous les deux !» Jean-Luc rangea son téléphone, étrangement bouleversé. C'était comme si les premiers pas des jumeaux symbolisaient quelque chose de plus grand, le progrès de toute leur famille, le début d'une nouvelle phase. « Tu sais, » dit-il en prenant les 2 bébés dans ses bras pendant qu'Amélie dansait autour d'eux, « ce restaurant grandit en même temps que vous. » C'était vrai. Chaque jour, Saveur d'antan gagnait plus de vie. La cuisine industrielle était entièrement modernisée, mais Jean-Luc insista pour conserver certains éléments d'origine, comme le vieux four à pizza qui, selon Amélie, faisait les meilleures margaritas de la ville. « Papa ?» appela Amélie, plus sérieuse maintenant, tenant un cahier décoré d'autocollants de nourriture. « J'ai fait une liste des plats qui doivent être sur le menu. » Jean-Luc sourit, replaçant les jumeaux dans leur parc et s'asseyant avec elle, à l'une des nouvelles tables. « Dis-moi tout. D'abord, les gnocchis de maman, commença-t-elle, consultant ses notes soigneusement manuscrites. Il faut qu'ils soient exactement comme elle les faisait, avec de la sauce tomate fraîche et du basilic du jardin. »« Du jardin ?» demanda Jean-Luc, surpris. Amélie hocha fermement la tête. « Oui, il nous faut un jardin d'herbes aromatiques, comme elle en avait un. Il sera à l'arrière, dit-elle en désignant l'espace extérieur que Jean-Luc avait prévu de convertir en parking. Il sortit immédiatement son propre carnet et modifia ses plans. Le parking pourrait être plus petit. Un jardin d'herbes fraîches était bien plus important. Quoi d'autre sur la liste ? Pendant 1 heure, Amélie décrivit chaque plat spécial que sa mère avait l'habitude de préparer. Jean-Luc fut impressionné par sa mémoire précise des ingrédients et des techniques.
C'était comme si Sylvie avait laissé un héritage culinaire vivant à travers sa fille. « Et ici, dit-elle, en montrant un dessin coloré à la fin du cahier. C'est comme ça que les murs devraient être décorés, avec des photos de familles heureuses, comme avant. » Jean-Luc étudia le dessin, une représentation étonnamment détaillée de la salle à manger, avec des cadres sur les murs et des gens souriants aux tables. Dans un coin, elle les avait dessinés tous les quatre, Jean-Luc, elle-même et les jumeaux. « C'est parfait, dit-il, sentant une boule dans sa gorge. Mais je pense qu'il faut ajouter quelques personnes de plus à ce dessin. Amélie pencha la tête, curieuse. « Qui ? » « Papy Gérard et mamie Hélène, pour commencer, dit-il. Et peut-être qu'on devrait mettre une photo de ta maman à un endroit spécial pour qu'elle fasse toujours partie du restaurant. » Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes non versées, mais son sourire était radieux. « Elle l'est déjà, papa. Elle est dans chaque recette, dans chaque souvenir. Et maintenant, elle est aussi dans l'amour que tu mets dans tout ce que tu fais ici. » Jean-Luc serra sa fille dans ses bras, s'émerveillant de sa sagesse. Dans le parc, les jumeaux continuaient leurs aventures à quatre pattes, chaque pas plus assuré que le précédent. Le son de leur rire se mêlait au bruit de la rénovation, créant une symphonie de progrès et de joie. La transformation du restaurant était plus qu'une simple rénovation. C'était la construction d'un rêve partagé, un héritage mêlant passé et présent, les souvenirs de Sylvie avec les nouvelles histoires qu'il créait. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Jean-Luc retourna seul au restaurant. Dans le silence de l'espace partiellement rénové, il pouvait presque entendre les échos des rires passés se mêler aux nouveaux. Il imagina les futures soirées avec une salle comble, Amélie aidant en cuisine, les jumeaux courant entre les tables, des familles se forgeant des souvenirs spéciaux ici. Sur un mur fraîchement peint de ce jaune doux comme le soleil, Jean-Luc accrocha le premier cadre, une photo de Sylvie qu'Amélie chérissait. Sur celle-ci, elle souriait radieusement, portant un tablier blanc dans la cuisine du restaurant. « Nous prenons bien soin de ton héritage, » murmura-t-il à la photo. « Et de tes trésors, aussi. » Comme en réponse, une douce brise traversa la fenêtre ouverte, transportant l'arôme du basilic qu'Amélie avait insisté pour planter plus tôt dans l'après-midi dans quelques pots de fortune. Ce n'était que le début du jardin d'herbes qu'elle imaginait, mais c'était déjà une promesse d'avenir. Jean-Luc sourit, pensant à la façon dont la vie prend des tournants curieux. Il y a quelques mois, il était un homme solitaire, achetant un restaurant abandonné sur un coup de tête. Maintenant, il était père de 3 enfants, transformant non seulement l'espace physique de saveur d'antan, mais aussi son propre cœur. Les premiers pas des jumeaux cet après-midi n'étaient que le début. En tant que famille, ils apprenaient tous à marcher ensemble, trébuchant parfois, mais se relevant toujours, avançant toujours. Et le restaurant, avec ses murs fraîchement peints et ses souvenirs soigneusement préservés, serait le cadre parfait pour toutes les histoires à venir. Car en fin de compte, c'est ce qu'était Saveur d'antan, non seulement de la nourriture, mais de l'amour, de la famille et des moments précieux qui transforment un simple restaurant en un lieu magique où les souvenirs sont créés et préservés, où le passé et le présent se rencontrent en harmonie et où une famille improbable a trouvé sa place dans le monde. Tout a commencé par une toux. Jean-Luc l'a à peine remarqué au début. Les enfants attrapent tout le temps des rhumes, avait expliqué Amélie avec sa sagesse prématurée. Mais quand Lucas s'est réveillé au milieu de la nuit, brûlant de fièvre et luttant pour respirer, le monde de Jean-Luc s'est effondré. « Amélie !» appela-t-il, la panique dans la voix, en tenant Lucas dans ses bras. Sa fièvre ne baisse pas. Amélie apparut à la porte de la chambre, se frottant les yeux endormis. Un regard sur son frère, et elle passa à l'action. « Hôpital » dit-elle fermement. « Maintenant. Je m'occupe de Théo, tu emmènes Lucas. » Jean-Luc hésita une fraction de seconde, le cœur déchiré entre ses enfants. « Mais papa » le coupa Amélie, sa petite voix portant une force surprenante. « Lucas a besoin de toi maintenant. Je me suis déjà occupé d'eux seuls, tu te souviens ? Je peux gérer Théo pendant quelques heures. » À ce moment,
en regardant sa fille de 5 ans qui semblait avoir vieilli de plusieurs décennies en quelques secondes. Jean-Luc ressentit un mélange de fierté et de douleur si intense que cela faillit l'étouffer. « J'appelle papy pour qu'il vienne rester avec vous, » dit-il, composant déjà le numéro, tout en berçant le petit corps fiévreux de Lucas contre sa poitrine. Le trajet jusqu'à l'hôpital Necker-Enfants malades fut un flou de lumière de la ville et de prières silencieuses. Lucas alternait entre les pleurs et la somnolence, sa respiration de plus en plus laborieuse. Jean-Luc ne s'était jamais senti aussi impuissant. Aux urgences pédiatriques, les heures s'éternisèrent comme des décennies. « Une pneumonie », dit le médecin, « assez sévère pour nécessiter une hospitalisation. » Jean-Luc resta paralysé tandis qu'ils attachaient des moniteurs et des tubes à son petit-fils. Monsieur Dubois, une infirmière, lui toucha doucement le bras. « J'ai besoin des informations du patient. » Jean-Luc cligna des yeux, essayant de se concentrer. Son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche. Des textos d'Amélie demandant des nouvelles, de son père confirmant qu'il était avec les enfants, de Chloé essayant de reporter des réunions importantes. Lucas Dubois, commença-t-il, puis s'arrêta. Il réalisa qu'il ne connaissait pas la date de naissance exacte de son fils. Quel genre de père ne savait pas quelque chose d'aussi basique? La culpabilité le submergea comme une vague. Il avait été si concentré à être un pourvoyeur, à rénover le restaurant, à prouver aux autorités qu'il pouvait être un bon père. Avait-il manqué les signes? Aurait-il dû remarquer que Lucas tombait malade plus tôt? Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message d'Amélie. « Papa, respire un grand coup. Souviens-toi de ce que maman disait toujours. L'amour de la famille guérit tout. Lucas est fort. Tu l'es aussi. » Les mots simples de sa fille frappèrent Jean-Luc comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Il prit une profonde inspiration, laissant enfin tomber les larmes qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. La nuit se transforma en jour, et le jour en une autre nuit. Jean-Luc resta aux côtés de Lucas, surveillant chaque souffle, chaque mouvement. Les médecins parlaient de progrès lents mais constants. La fièvre baissait, la respiration s'améliorait progressivement. Amélie venait tous les après-midi après l'école, apportant toujours de nouveaux dessins pour décorer la chambre d'hôpital de Lucas. Elle lui racontait des histoires sur le restaurant, sur le fait que Théo lui manquait, sur les projets qu'ils avaient pour son retour à la maison. « Tu sais, papa, » dit-elle lors d'une de ses visites, en arrangeant méthodiquement les dessins sur le mur. « Quand j'étais petite et que je tombais malade, maman disait toujours que s'inquiéter ne guérit personne. Ce qui guérit, c'est l'amour, les soins et la soupe de poulet. » Jean-Luc sourit faiblement, s'émerveillant de la force de sa fille. Ta maman semblait toujours savoir quoi dire. « Tout comme vous, » répondit simplement Amélie. « Vous savez toujours ce dont nous avons besoin aussi. Vous oubliez juste de prendre soin de vous-même parfois. » Le commentaire perspicace le prit au dépourvu. C'était vrai. Il ne s'était pas regardé dans un miroir depuis des jours, avait à peine mangé. Il fonctionnait en pilote automatique. « Quand es-tu devenu si sage ?» demanda-t-il en la prenant dans ses bras. « J'ai appris de vous, » dit-elle en se blottissant contre lui. « Vous m'avez appris qu'être fort ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie faire ce qui doit être fait, même quand on a peur. » Cette nuit-là, après le départ d'Amélie avec son grand-père, Jean-Luc regarda Lucas dormir. Son petit enfant, si fragile et pourtant si résilient. Les tubes avaient été retirés et sa respiration, bien que non parfaite, était bien meilleure. « Tu sais, mon fils, » murmura-t-il en tenant la petite main de Lucas, « avant de vous rencontrer, je pensais tout savoir sur le succès. J'avais de l'argent, du pouvoir, du respect dans le monde des affaires. Mais vous, les gars, vous m'avez appris ce qui compte vraiment. » Lucas bougea dans son sommeil, ses petits doigts se resserrant autour de la main de Jean-Luc. Jean-Luc continua. « Vous m'avez appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. Que la force ne vient pas de ce que l'on peut contrôler, mais de ce que l'on peut aimer. Et surtout, vous m'avez appris que la famille n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on construit, jour après jour, avec amour et patience. » Le lendemain matin, Lucas ouvrit les yeux
et, pour la première fois depuis des jours, sourit. Un petit sourire fatigué, mais pour Jean-Luc, c'était comme voir le soleil se lever après la plus longue des nuits. « Papa » appela Lucas, la voix rauque mais claire. Jean-Luc sentit son cœur se dilater dans sa poitrine. « Je suis là, mon fils. Je serai toujours là. » Quand Amélie arriva pour sa visite quotidienne, elle trouva père et fils endormis ensemble. Jean-Luc, maladroitement penché sur le fauteuil de l'hôpital, la petite main de Lucas agrippant le doigt de son père. Silencieusement, elle sortit son carnet de croquis et commença à dessiner la scène. « Maman, » murmura-t-elle en dessinant, « je pense que tu serais fière. Papa se perd encore parfois, mais il nous aime autant que toi. Et maintenant, il sait qu'il n'a pas besoin d'être parfait. Il doit juste être là. » Dehors, à l'hôpital, Paris continuait son rythme effréné. Des réunions se tenaient sans Jean-Luc, des décisions importantes étaient reportées, la rénovation du restaurant attendait. Mais dans cette chambre d'hôpital, les vraies priorités étaient devenues claires. Parce que parfois, il faut presque perdre quelque chose de précieux pour en comprendre la vraie valeur. Et Jean-Luc Dubois, l'homme qui mesurait autrefois le succès en chiffres et en acquisitions, le mesurait maintenant en sourires, en câlins et en petites victoires quotidiennes. La première nuit de sommeil paisible d'un enfant malade, le soutien silencieux d'une fille sage au-delà de son âge, et la certitude croissante qu'aucun défi n'était trop grand quand on avait assez d'amour pour y faire face. L'aube peignait le ciel de Paris de teintes roses et orangées, lorsque Jean-Luc déverrouilla les portes de saveurs d'antan. L'odeur de la peinture fraîche se mêlait à celle du café fraîchement infusé, un rituel qu'il avait établi depuis le retour de Lucas de l'hôpital. Chaque matin, avant le début de la rénovation, Jean-Luc amenait les enfants pour vérifier les progrès, transformant ce qui aurait pu n'être qu'un chantier de construction en une tradition familiale. « Papa, regarde !» s'exclama Amélie en courant vers la zone nouvellement construite, spécialement conçue pour les enfants. Les murs du coin des souvenirs sont déjà peints. Le coin des souvenirs, comme l'avait baptisé Amélie, était une alcôve confortable près de la cuisine, où Jean-Luc prévoyait de créer un espace sûr pour que les jumeaux puissent jouer pendant que lui et Amélie travaillaient au restaurant. Mais c'était plus que cela. Un hommage à leur histoire, avec un mur entier dédié aux photos et aux souvenirs. « Et si on accrochait la première photo de maman du restaurant ici ?» suggéra Jean-Luc, regardant Amélie examiner le mur fraîchement peint d'un œil critique. « Non, » répondit-elle après un moment de réflexion. « Je pense qu'on devrait accrocher notre première photo ensemble, du jour où tu nous as trouvés ici. »« La photo de maman devrait aller là-haut, » dit-elle en désignant l'espace au-dessus du bar, où tout le monde peut la voir sourire et veiller sur nous. Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Même dans les plus petits détails, Amélie montrait une profonde compréhension de la famille et de l'appartenance. Les jumeaux, maintenant complètement rétablis, exploraient l'espace avec la curiosité de leurs presque 2 ans. Lucas, encore un peu prudent depuis sa maladie, suivait Théo de près, alors qu'ils examinaient chaque recoin du restaurant à moitié terminé. « Attention aux escaliers », admonesta automatiquement Amélie, son instinct protecteur toujours en alerte. Mais ensuite, elle s'arrêta, regardant Jean-Luc avec un sourire timide. « Désolé, papa. Parfois, j'oublie que je n'ai plus besoin d'être la grande. » Jean-Luc s'agenouilla à sa hauteur. « Hé, tu n'as jamais besoin de t'excuser de t'inquiéter pour tes frères. Mais maintenant, on peut s'occuper d'eux ensemble, d'accord ?» Elle hocha la tête, mais Jean-Luc remarqua une ombre passer sur son visage. Ces derniers jours, depuis le rétablissement de Lucas, il avait remarqué des changements subtils dans son comportement, des moments d'irritabilité, une légère défiance, de petits défis à son autorité. « Et si tu m'aidais à décider où mettre les tables ?» suggéra-t-il, essayant de la distraire. « Tu sais mieux que quiconque comment elles étaient disposées. » Son visage s'illumina un instant, mais l'ombre revint. « Et si on se trompe? Et si ça ne finit pas comme avant? » « Amélie, » commença doucement Jean-Luc, « ça n'a pas besoin d'être exactement pareil. On peut créer quelque chose de nouveau, quelque chose à nous, tout en gardant les meilleurs souvenirs du passé. » Elle considéra ses paroles, tripotant l'ourlet de sa chemise,
un geste que Jean-Luc reconnaissait comme un signe d'anxiété. Mais et si, hésita-t-elle, sa voix petite, et si maman n'aimait pas les changements? Ah, c'était ça. Jean-Luc comprit enfin ce qui se cachait derrière le comportement récent d'Amélie. La rénovation du restaurant rendait l'idée d'aller de l'avant trop réelle, de créer quelque chose de nouveau, et avec elle, la peur de trahir la mémoire de sa mère. « Viens ici », dit-il en s'asseyant sur l'une des marches et en la tirant sur ses genoux. « Tu sais ce que je pense que ta maman aurait aimé plus que tout ?» Amélie secoua la tête, se blottissant contre sa poitrine. « Te voir heureuse, voir cet endroit plein de vie à nouveau, savoir que ces recettes continueraient tôt d'apporter de la joie aux gens, mais maintenant, avec notre touche spéciale en plus. »« Notre touche spéciale ?» demanda-t-elle, la curiosité piquée. « Oui, comme cette idée géniale que tu as eue pour un menu enfant avec des noms amusants. Ou le jardin d'herbes aromatiques que nous plantons à l'extérieur, encore plus grand que l'original. Ce sont des changements, mais de bons changements, qui gardent l'esprit de ce que ta maman a créé en vie. » Juste à ce moment, des rires résonnèrent dans l'espace. Théo et Lucas avaient découvert l'écho que leur voix faisait dans la salle à manger vide et essayaient différents sons. « Papa !» cria soudain Théo, sa voix résonnant clairement. Jean-Luc et Amélie se figèrent. « Papa !» répéta Lucas pour ne pas être en reste. « Papa !» tira Amélie sur son bras, excitée. « Ils l'ont dit, ils t'ont appelé. » Jean-Luc pouvait à peine le croire. Son cœur avait l'impression qu'il allait éclater de joie. Les jumeaux, réalisant la réaction qu'ils avaient provoquée, se mirent à chanter « Papa » à plusieurs reprises, entrecoupés de rire. « Tu vois » commenta Amélie, les yeux brillants, « même eux savent que tu es notre vrai papa maintenant. » La matinée se poursuivit avec une énergie renouvelée. Amélie, d'humeur nettement améliorée, partagea avec enthousiasme ses idées pour le restaurant, chaque suggestion équilibrant mémoire et innovation. Garder les nappes à carreaux, mais ajouter une touche moderne avec des fleurs fraîches. Conserver les plats classiques de Sylvie, mais créer de nouvelles recettes inspirées par eux. Et ici, expliqua-t-elle en dessinant dans son carnet, nous pouvons avoir un mur avec des photos de clients, comme maman le faisait, mais aussi avec de nouvelles photos des familles qui viendront maintenant. Jean-Luc regardait avec admiration sa fille trouver le parfait équilibre entre l'hommage au passé et l'accueil de l'avenir, une leçon que lui-même était encore en train d'apprendre. Les jumeaux continuèrent à errer, appelant maintenant occasionnellement papa chaque fois qu'ils voulaient son attention. Chaque fois que le mot résonnait dans le restaurant, Jean-Luc sentait son cœur se dilater un peu plus. « Tu sais, » dit Amélie, pensive, tout en aidant à organiser de nouvelles assiettes qui étaient arrivées. « Je crois que je comprends maintenant pourquoi maman aimait tant cet endroit. »« Et pourquoi donc ?» demanda Jean-Luc, véritablement curieux. « Parce que ce n'est pas juste un restaurant. C'est notre maison, » dit-elle simplement. « C'est là que notre famille a commencé, où tu nous as trouvés, et où nous rendrons d'autres familles heureuses aussi. » Jean-Luc dut retenir ses larmes. Comment cette petite enfant pouvait-elle articuler des sentiments si profonds avec autant de clarté? Le reste de la journée fut un tourbillon d'activités. Jean-Luc alternait entre la supervision de la rénovation, le jeu avec les jumeaux et l'aide à Amélie pour ses idées de restaurant. À un moment donné, son père arriva avec le déjeuner et ils firent un pique-nique improvisé au milieu de la salle à manger, partiellement terminée. « Ça a l'air incroyable, mon fils, » commenta Gérard en admirant les progrès. « Sylvie serait fière. »« Ce n'est pas seulement mon œuvre, » répondit Jean-Luc, regardant Amélie apprendre aux jumeaux à dire « papy ». Ils m'ont appris ce qui compte vraiment dans un foyer. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le restaurant d'une lumière dorée à travers les nouvelles fenêtres, Jean-Luc réalisa qu'Amélie avait raison. Saveur d'antan n'était pas seulement un projet commercial ou un moyen d'honorer la mémoire de Sylvie. C'était l'endroit où sa famille avait commencé, où un homme solitaire avait trouvé son but, où 3 enfants orphelins avaient trouvé un nouveau papa, et où, ensemble, ils construisaient quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes.
En regardant Amélie s'assoupir sur le nouveau canapé du bureau, les jumeaux déjà profondément endormis dans leur parc de fortune, Jean-Luc réfléchit à quel point sa vie avait changé. Autrefois, le succès se mesurait en chiffres et en acquisitions. Maintenant, il se mesurait en sourires, en câlins et en petits triomphes quotidiens. Ses enfants lui avaient appris que l'amour inconditionnel n'est pas quelque chose que l'on décide de ressentir. C'est quelque chose qui vous arrive, vous transformant complètement, vous donnant envie d'être une meilleure personne chaque jour. C'était se lever la nuit pour vérifier si Lucas respirait bien, avoir de la patience quand Amélie testait les limites, célébrer chaque nouveau mot des jumeaux comme si c'était le plus grand accomplissement du monde. Son téléphone vibra dans sa poche, un autre email concernant une réunion importante. Mais pour la première fois, Jean-Luc ne ressentit aucune urgence à répondre. Ici, dans ce restaurant à moitié rénové, avec ses 3 enfants dormant paisiblement, il était exactement là où il devait être. Parce que parfois, une maison n'est pas faite de murs et de meubles. Elle est faite de souvenirs et de rêves, de défis surmontés et d'amour partagé. Elle est faite de petits moments comme celui-ci, quand le soleil se couche après une journée de travail et que vous réalisez que vous avez construit non seulement un espace physique, mais un endroit où les cœurs peuvent grandir et les âmes peuvent guérir. Saveur d'antan devenait bien plus qu'un restaurant rouvert. C'était un témoignage vivant de la façon dont l'amour peut changer des vies, de la façon dont les familles peuvent se former dans les endroits les plus inattendus, et de la façon dont, parfois, les plus grands cadeaux viennent déguisés en défis. Jean-Luc souleva délicatement Amélie dans ses bras, essayant de ne pas la réveiller. « Prête à rentrer à la maison ?» murmura-t-il. « On est déjà à la maison, papa » murmura-t-elle, somnolente. « C'est notre maison aussi. » Et c'était vrai. Parce qu'une maison, Jean-Luc l'avait appris, n'est pas seulement l'endroit où l'on vit. C'est là où votre cœur trouve la paix, où votre âme trouve son but, et où l'amour peut transformer même l'espace le plus simple en quelque chose de magique et de spécial. C'est ce que Saveur d'antan devenait. Pas seulement un restaurant rénové, mais un symbole vivant de la façon dont l'amour peut construire des ponts entre le passé et l'avenir, entre les vieux souvenirs et les nouveaux rêves, entre des cœurs solitaires qui se trouvent et créent ensemble quelque chose d'extraordinaire. La pluie tombait doucement sur Paris ce mercredi après-midi, créant un rythme doux contre les fenêtres nouvellement installées de Saveur d'antan. Jean-Luc Dubois était seul dans le restaurant, profitant de quelques heures de silence pendant qu'Amélie était à l'école et que les jumeaux faisaient la sieste sous l'œil vigilant de Chloé. L'ancien bureau était la dernière zone à être organisée avant la prochaine phase de la rénovation. Des piles de documents jaunis encombrèrent le solide bureau en bois que Jean-Luc découvrit avoir été construit sur mesure par le père de Sylvie des décennies plus tôt. Il triait de vieux contrats lorsqu'un dossier glissa de derrière un classeur en métal. En tombant, une enveloppe en sortit, portant l'écriture élégante que Jean-Luc reconnaissait des carnets de recettes de Sylvie, sa signature claire et assurée, comme Amélie l'avait décrite. Avec précaution, presque avec révérence, Jean-Luc ouvrit l'enveloppe. Le papier officiel semblait encore craquant, comme s'il avait attendu ce moment. Ses yeux parcoururent le texte, chaque mot le frappant comme un coup physique. « Moi, Sylvie Moreau, saine d'esprit, lègue par la présente le restaurant Saveur d'antan et tous les biens qui y sont associés à mes enfants, Amélie, Théo et Lucas Moreau. » Le monde sembla s'arrêter. Jean-Luc lut le document plusieurs fois, chaque lecture révélant plus de détails qui lui serraient le cœur. Sylvie avait déposé ce testament seulement 2 semaines avant de décéder. Elle nommait non seulement le restaurant, mais aussi toutes ses recettes, le nom commercial, même les vieux meubles qu'il avait soigneusement entreposés pendant la rénovation. Ses mains tremblaient en décrochant le téléphone. Monsieur Olivier, l'agent qui avait négocié la vente, était toujours dans ses contacts. Monsieur Olivier, Jean-Luc Dubois à l'appareil. J'ai besoin de savoir exactement comment la vente de Saveur d'antan s'est déroulée. La conversation qui suivit révéla un tissu de tromperies et d'omissions. Les cousins de Sylvie, qui avaient vendu le restaurant, prétendaient être les seuls héritiers. Le testament n'avait jamais été présenté lors de la procédure de succession. « Mais nous avons fait toutes les vérifications légales », protesta l'agent. «
Il n'y avait aucune trace du testament nulle part. « Parce qu'il était caché ici », murmura Jean-Luc, plus pour lui-même que pour l'agent. Quelqu'un ne voulait pas qu'on le trouve. Après avoir raccroché, Jean-Luc resta immobile, laissant les événements des derniers mois inonder son esprit. Il se souvint de la première fois où il avait vu le restaurant depuis la fenêtre de son bureau, de la nuit où il avait découvert les enfants dans la cave, de chaque moment qui avait mené à celui-ci. Ses yeux parcoururent le bureau rénové. Les murs, maintenant peints d'un vert doux qu'Amélie avait choisi, étaient tapissés de vieilles photos du restaurant qu'ils avaient exhumées lors du nettoyage. Sur l'une d'elles, Sylvie rayonnait de fierté, enceinte des jumeaux, avec une petite Amélie à ses côtés dans la cuisine. Le bruit de petits pas dans le couloir le tira de ses pensées. Amélie se tenait à la porte, toujours dans son uniforme d'école, le regardant avec cette intensité qui parfois l'effrayait. « Papa » demanda-t-elle doucement, « tu pleures » Jean-Luc n'avait pas réalisé que des larmes coulaient sur son visage. Il essaya de cacher le document, mais quelque chose dans le regard d'Amélie le fit s'arrêter. « C'est l'écriture de maman, » dit-elle en s'approchant. « Je la reconnais. Elle faisait ses jolies boucles sur le S. » Jean-Luc regarda sa fille, car c'est ce qu'Amélie était maintenant, sa fille dans tous les sens du terme, sauf légalement, et sentit son cœur se briser. Comment pouvait-il lui cacher cela? Comment pouvait-il continuer à construire une famille sur un mensonge, même par omission? « Viens ici, ma princesse, » dit-il en tirant une chaise. « Nous devons parler de quelque chose d'important. J'ai trouvé... » Amélie s'assit, ses jambes se balançant au-dessus du sol. Jean-Luc remarqua qu'elle serrait un peu plus fort son sac à dos, son signe révélateur d'anxiété. Doucement, il lui expliqua ce que signifiait le document, traduisant le langage juridique en termes qu'une enfant de 5 ans pouvait comprendre. Amélie écouta attentivement, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Alors, le restaurant nous appartient » demanda-t-elle après un long silence. « Oui. Légalement, il t'appartient à toi et à tes frères. » À la surprise de Jean-Luc, Amélie sourit. « Maman disait toujours que Saveur d'antan était magique, dit-elle, qu'il avait une façon de réunir les bonnes personnes au bon moment. Que veux-tu dire? Elle a rencontré mon vrai papa ici, expliqua Amélie. Il était client, et tu nous as trouvés ici aussi. » Elle fit une pause, tripotant le bord de sa chemise. « Mais tu es plus un papa qu'il ne l'a jamais été. Il est parti quand il a appris pour les jumeaux. Toi, tu es resté. » Jean-Luc sentit son cœur se contracter. C'était la première fois qu'Amélie mentionnait son père biologique. « Maman n'était pas triste quand elle parlait de lui, » poursuivit Amélie. « Elle disait que certaines personnes entrent dans nos vies juste pour apporter des cadeaux, comme mes frères. Et d'autres viennent pour rester, comme toi. » À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit de nouveau. C'était Madame Colette, la dame de la supérette du coin, qui avait aidé les enfants pendant ces mois de solitude. « Désolée de vous interrompre, » dit-elle, « mais j'ai entendu des voix et... Oh, le testament !» Jean-Luc se leva brusquement. « Vous étiez au courant ?» Madame Colette entra, fermant doucement la porte derrière elle. Son visage habituellement joyeux semblait sombre. « Sylvie me l'a montré dans sa dernière semaine, » expliqua-t-elle en s'asseyant. Elle était si faible, mais elle a insisté pour tout me dire. Elle a dit que ses cousins la pressaient de vendre, mais elle voulait s'assurer qu'il resterait aux enfants. « Pourquoi n'avez-vous pas présenté le document quand elle est décédée ?» demanda Jean-Luc, essayant de garder l'accusation hors de son ton. « Je l'ai cherché pendant des jours, » dit Madame Colette, des larmes perlant dans ses yeux. « Sylvie m'a dit qu'il était en lieu sûr dans le bureau, mais quand je suis venu chercher, il avait disparu. Les cousins sont arrivés le lendemain des funérailles avec les papiers de vente. Je ne pouvais rien faire, sinon m'occuper des enfants du mieux que je pouvais. » Amélie, qui était restée silencieuse, sauta soudain de sa chaise. « Attendez ici !» s'écria-t-elle en sortant du bureau en courant. Elle revint quelques minutes plus tard, traînant son vieux sac à dos d'école. « Tu te souviens ? Tu m'as demandé une fois pourquoi je portais toujours mon vieux sac à dos, alors que tu m'en avais acheté un nouveau ?» demanda-t-elle à Jean-Luc. « C'est pour ça. » Avec précaution, Amélie ouvrit une poche cachée cousue au fond du sac.
De là, elle sortit une enveloppe identique à celle que Jean-Luc avait trouvée. « Maman m'a donné 2 copies, expliqua-t-elle. Elle m'a dit de la garder en sécurité. Je ne savais pas vraiment lire quand elle me l'a donnée, mais je savais que c'était important. » Jean-Luc et Madame Colette échangèrent des regards stupéfaits. Sylvie n'avait rien laissé au hasard. Elle avait fait 2 copies, s'assurant qu'au moins une survivrait. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» demanda doucement Jean-Luc. Amélie se mordit la lèvre. « Au début, je ne savais pas ce que c'était. Puis, j'ai eu peur. »« Peur de quoi, ma princesse ? » ?»« Que si tu découvrais que le restaurant nous appartenait, tu ne voudrais plus être notre papa, » admit-elle d'une petite voix. « Que tu penserais qu'on voulait juste ton argent. » Jean-Luc eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing à l'estomac. Il attira Amélie dans ses bras, la serrant fort. « Jamais, dit-il fermement, ne pense jamais ça. Vous êtes mes enfants, peu importe à qui appartient le restaurant ou quoi que ce soit d'autre. » Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du testament découvert se répandit dans le quartier comme une traînée de poudre. Mais au lieu du scandale que Jean-Luc craignait, il trouva du soutien. Monsieur Philippe, l'ancien maître d'hôtel, fut le premier à se présenter, portant un album photo de l'âge d'or du restaurant. « Sylvie avait un don, dit-il en montrant les photos à Jean-Luc et Amélie. Pas seulement pour la cuisine, mais pour les gens. Elle savait toujours exactement ce dont chaque client avait besoin, même quand ils ne le savaient pas eux-mêmes. Les photos dépeignaient un restaurant vibrant et animé. Sur l'une, Sylvie apprenait à une très jeune Amélie à faire de la pâte. Sur une autre, elle se tenait, enceinte des jumeaux, entourée de clients qui ressemblaient le plus à des amis. Madame Nelson, une enseignante à la retraite qui déjeunait au restaurant tous les jours, apporta ses propres souvenirs. « Sylvie m'a servi de la soupe de légumes pendant 1 mois entier quand j'ai perdu mon mari, » raconta-t-elle, les larmes aux yeux. Elle disait que la bonne nourriture guérit l'âme. Et vous savez quoi ? Elle avait raison. Un par un, les voisins et les anciens clients commencèrent à apparaître, chacun avec une histoire à partager, un souvenir à revisiter. Saveur d'antan, disait-il, n'avait jamais été qu'un simple restaurant. C'était un lieu de rassemblement, une source de réconfort, un morceau du cœur du quartier. Et maintenant, déclara Madame Colette lors d'une des réunions impromptues qui commencèrent à avoir lieu quotidiennement, il redevient exactement cela. Grâce à vous, Jean-Luc. La boîte pour les témoignages écrits qu'elle plaça à l'entrée débordait de lettres de soutien. Chloé, qui avait initialement remis en question la sagesse de révéler le testament, coordonnait maintenant une campagne sur les réseaux sociaux qui touchait les cœurs de toute la ville. Au milieu de tout cela, Jean-Luc trouva un autre trésor dans l'enveloppe originale, une lettre non ouverte de Sylvie à celui ou celle qui trouvera ce testament. Si vous lisez ceci, cela signifie que je ne suis plus là pour prendre soin de mes enfants. Saveur d'antan leur appartient de droit, non seulement légalement, mais parce que cet endroit contient l'essence de notre famille. Amélie, mon petit chef, est pratiquement née entre ces murs. Ses premiers pas ont été faits dans cette cuisine, ses premiers mots ont été « maman ». Elle a le don, non seulement pour la cuisine, mais pour se soucier des autres, pour voir au-delà de ce qui est en surface. Théo et Lucas, mes anges, que j'ai à peine eu le temps de connaître, mais que j'aime de tout mon cœur, font aussi partie de cette histoire. J'ai passé ma grossesse ici, leur parlant pendant que je cuisinais, rêvant du jour où ils couraient autour des tables. Oui, le restaurant est à eux. Mais plus important que les murs ou les meubles, c'est l'amour que cet endroit représente. Si vous lisez ceci, j'espère que vous êtes quelqu'un qui comprend que parfois, les plus grands trésors ne sont pas ceux que nous pouvons posséder, mais ceux que nous pouvons aimer. Je demande à quiconque trouvera ce document de regarder mes enfants et de ne pas y voir un fardeau ou une responsabilité, mais un trésor. De comprendre que Saveur d'antan n'est pas seulement une affaire, c'est un endroit où les familles se font, où les cœurs sont guéris et où l'amour est servi avec chaque plat. Je laisse aussi mes recettes, pas seulement celles écrites dans les carnets de cuisine, mais celles que seule Amélie connaît, apprises à mes côtés depuis qu'elle était assez grande pour se tenir sur le tabouret spécial que son grand-père a fait. Je lui fais confiance pour savoir quand et avec qui les partager. Et si vous, celui ou celle qui lisez cette lettre,
êtes la bonne personne, quelqu'un qui voit au-delà des papiers légaux et reconnaît la vraie valeur de ce que je laisse à mes enfants. Alors vous avez ma gratitude éternelle. Car parfois, le plus grand acte d'amour est de s'occuper des enfants de quelqu'un d'autre, comme s'ils étaient les vôtres. Avec espoir et amour, Sylvie Moreau. Jean-Luc lut la lettre à Amélie ce soir-là, après que les jumeaux se soient endormis. Elle écouta silencieusement, des larmes coulant sur ses joues. « Elle savait, » répéta Amélie, tout comme elle l'avait fait lorsqu'ils avaient découvert le testament. « Elle savait que tu nous trouverais, que tu nous aimerais vraiment. » Comment aurait-elle pu savoir ? Demanda doucement Jean-Luc. Parce que maman disait toujours que le véritable amour trouve toujours un chemin, répondit Amélie. Comme l'odeur du pain frais qui guide les gens vers une boulangerie, ou l'arôme de la sauce tomate qui donne envie à tout le monde de rentrer à la maison. Jean-Luc attira sa fille dans ses bras, s'émerveillant de sa sagesse. Les jumeaux dormaient paisiblement sur le canapé du bureau, inconscients du drame qui se déroulait autour d'eux. De temps en temps, l'un d'eux marmonnait « papa » dans son sommeil, un mot qui faisait encore fondre le cœur de Jean-Luc à chaque fois. Demain, il affronterait les avocats. Il devrait tout expliquer aux autorités, aux juges du tribunal de la famille, à toutes les personnes impliquées dans la procédure de tutelle. Ce serait dur et effrayant, probablement la plus grande bataille de sa vie. Mais en ce moment, avec l'odeur de basilic frais flottant dans le bureau fraîchement peint, avec Amélie dans ses bras et les jumeaux dormant tranquillement, Jean-Luc savait qu'il avait fait le bon choix. Car Sylvie avait raison. Les plus grands trésors sont ceux que nous pouvons aimer. Et il aimait ses enfants plus que tout au monde, plus que n'importe quel restaurant ou fortune. « Papa, » murmura Amélie, somnolente, « lis-moi encore cette partie où maman parle du véritable amour qui trouve un chemin. » Jean-Luc reprit la lettre, bien qu'il connaisse déjà les mots par cœur. Pendant qu'il lisait, Amélie s'endormit, un doux sourire sur son visage. « Tu penses qu'elle serait heureuse ?» murmura Jean-Luc, plus pour lui-même que pour Amélie. « Avec tout ce qu'on fait ici ?»« Elle l'est déjà, » marmonna Amélie, à moitié endormie. « C'est pour ça que le basilic pousse si bien. Maman disait toujours que les plantes ne poussent fort que quand il y a de l'amour dans l'air. » Jean-Luc sourit à travers les larmes. Demain, il affronterait le monde. Avocat, juge, autorité. Ce serait une bataille difficile, peut-être la plus importante de sa vie. Mais ce soir, à cet instant, il n'était qu'un père tenant sa fille endormie, veillant sur ses enfants et sentant l'amour que Sylvie avait prédit remplir chaque recoin de ce lieu spécial. Car en fin de compte, Saveurs d'antan n'était pas seulement un restaurant ou une propriété contestée. C'était l'endroit où une famille improbable s'était trouvée, où l'amour et le destin s'étaient entrelacés de la manière la plus inattendue, et où 3 enfants et un homme solitaire apprenaient que parfois, les liens les plus forts sont ceux que le cœur choisit de créer. Et si Sylvie regardait de quelque part, Jean-Luc était certain qu'elle souriait, satisfaite que son plan ait fonctionné. Parce que parfois, le véritable amour trouve vraiment un chemin, guidé par l'arôme des vieux souvenirs et la promesse de nouvelles histoires à venir. Au vu de toutes les preuves présentées, ce tribunal reconnaît le lien exceptionnel entre le demandeur, Jean-Luc Dubois, et les mineurs Amélie, Théo et Lucas Moreau. Considérant l'intérêt supérieur des enfants et les souhaits clairs de la défunte Sylvie Moreau, exprimés dans son testament, j'accorde la garde permanente des enfants à M. Dubois, qui servira également d'administrateur légal de Saveurs d'antan jusqu'à la majorité des héritiers. Les mots du juge résonnèrent dans la salle d'audience, mais Jean-Luc pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Amélie, assise à côté de lui serra fort la main. Derrière eux, le public de voisins, d'amis et d'anciens clients éclata en applaudissements. « On a gagné, papa » murmura Amélie, ses yeux brillants de joie. Jean-Luc la serra dans ses bras, des larmes de soulagement et de bonheur coulant sur son visage. Au cours des derniers mois, pendant le processus juridique, il y avait eu des moments où il avait craint de tout perdre. Mais la communauté s'était fermement tenue à ses côtés, témoignant jour après jour de l'amour véritable qui unissait cette famille improbable. 3 mois plus tard, l'arôme de sauce tomate fraîche emplissait la cuisine de Saveurs d'antan.
Jean-Luc ajustait l'assaisonnement, suivant les instructions précises d'Amélie, qui supervisait sa technique du haut de son tabouret spécial, une réplique de celui que son grand-père avait fait des années auparavant. « Plus de basilic, papa ?» ordonna-t-elle, portant son petit tablier blanc brodé de son nom, identique à celui qu'elle portait du temps de sa mère. « Et souviens-toi de remuer avec amour. » Le restaurant était bondé pour sa soirée de réouverture. Par la fenêtre de la cuisine, Jean-Luc pouvait voir les jumeaux jouer en toute sécurité dans le coin des souvenirs, où des photos anciennes et nouvelles racontaient l'histoire de 2 générations de saveurs d'antan. « Jean-Luc » appela Chloé de la porte de la cuisine. « Il y a quelqu'un ici pour voir le chef. » Il leva les yeux, surpris de voir son père, Gérard, entrer avec un paquet dans les mains. « J'ai pensé que tu devrais avoir ça, » dit Gérard en lui tendant le paquet. C'était un vieux tablier, jauni par le temps. Il appartenait à ta grand-mère. Elle a toujours rêvé que tu suivrais ses pas en cuisine un jour. Jean-Luc sentit sa gorge se nouer en reconnaissant le tissu. Combien de fois avait-il regardé sa grand-mère porter ce même tablier en cuisinant le déjeuner du dimanche? « Mets-le, papa, » encouragea Amélie. « Comme ça, on sera assortis. » Avec un soin presque révérencieux, Jean-Luc enfila le tablier. D'une manière ou d'une autre, cela semblait juste, comme si chaque étape de son voyage l'avait mené à ce moment. La salle à manger était méconnaissable par rapport à l'endroit abandonné où Jean-Luc était entré pour la première fois des mois auparavant. Les murs, peints de ce jaune doux qui ressemblait à la lumière du soleil, présentaient un mélange de photographies anciennes et nouvelles. La photo de Sylvie présidait au-dessus du bar, son sourire radieux, semblant bénir tous ceux qui entraient. Des nappes à carreaux couvraient chaque table, chacune occupée. Madame Colette, dans son coin habituel, servait des échantillons de ses fameux desserts maison, maintenant officiellement au menu. Monsieur Philippe, de nouveau le maître d'hôtel, guidait les invités avec son élégance caractéristique. « Papa, papa » appelèrent les jumeaux à l'unisson depuis le coin des souvenirs, fiers de la tour de bloc qu'ils avaient construite. « C'est magnifique, mes amours », répondit Jean-Luc, s'émerveillant de la vitesse à laquelle ils grandissaient. Ils n'étaient plus les bébés effrayés qu'il avait trouvés dans la cave. C'étaient des bambins confiants, en sécurité dans l'amour de leur famille reconstruite. De retour en cuisine, Amélie poursuivait sa supervision vigilante de la préparation de la sauce. « Tu sais, papa, » dit-elle pensivement, « je crois que je comprends pourquoi maman aimait tant cuisiner. » « Et pourquoi donc, ma princesse ? Parce que quand on cuisine avec amour, on ne fait pas juste de la nourriture. On fabrique des souvenirs. » Elle fit une pause, goûtant la sauce avec le sérieux d'un chef professionnel. Comme ce soir. Tout le monde là-bas est en train de se faire de nouveaux souvenirs dans notre restaurant. « Notre restaurant », répéta doucement Jean-Luc. La phrase n'avait plus le poids juridique qu'elle avait autrefois. Maintenant, c'était simplement la vérité. Cet endroit leur appartenait à tous, non pas à cause de documents ou de décisions de justice, mais parce qu'ils y avaient construit une famille. Le service se poursuivit tard dans la soirée. Jean-Luc fut surpris de voir à quel point il lui semblait naturel d'être ici, cuisinant avec sa fille, entendant les rires des jumeaux, sentant la chaleur et la vie qui irradiaient de chaque recoin du restaurant. Dans un bref moment d'accalmie, il trouva Amélie contemplant la photo de Sylvie. « Elle serait fière de toi, » dit doucement Jean-Luc. Amélie sourit, ce sourire sage qui faisait parfois oublier à Jean-Luc qu'elle n'avait que 6 ans. « Elle serait fière de nous deux, papa. Maman disait toujours que l'amour est comme une bonne recette. Il faut les bons ingrédients au bon moment. » Jean-Luc serra sa fille dans ses bras, regardant le restaurant animé. Chaque table avait une histoire, des familles qui célébraient, des amis qui riaient, des couples qui partageaient des moments spéciaux. C'était exactement ce que Sylvie avait décrit dans sa lettre, un endroit où l'amour était servi avec chaque plat. Les jumeaux arrivèrent en trottinant, réclamant de l'attention. Jean-Luc les prit dans ses bras, le cœur débordant, tandis qu'Amélie racontait pour la 1000e fois l'histoire de la formation de leur famille. « Et puis, papa nous a trouvés, et le restaurant est redevenu magique, » conclut-elle, les yeux brillants. Jean-Luc sourit,
sachant que c'était lui qui avait été trouvé. Trouvé par 3 enfants qui avaient eux besoin d'un père, par un restaurant qui avait besoin d'une nouvelle vie, par un amour si grand qu'il l'avait transformé complètement. Saveur d'antan était de nouveau vivant, bourdonnant des rires des clients, de l'arôme de la bonne nourriture et, par-dessus tout, de l'amour d'une famille qui s'était choisie. Parce que parfois, les meilleures saveurs ne viennent pas seulement des bons ingrédients, mais des souvenirs que nous créons ensemble. Et là, dans cette cuisine, avec Amélie à ses côtés et les jumeaux en sécurité dans ses bras, Jean-Luc Dubois comprit enfin le vrai sens du succès. Il ne s'agissait pas d'argent ou de pouvoir, mais de l'amour que nous partageons et des vies que nous touchons. Sylvie avait eu raison. Saveur d'antan était magique. Pas à cause de la nourriture, bien qu'elle fût excellente, mais à cause de sa capacité à rassembler les gens, à forger des liens, à transformer des étrangers en famille. Et alors que la nuit avançait et que d'autres clients arrivaient, Jean-Luc sut qu'ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire. Non seulement rouvrir un restaurant, mais créer un véritable foyer, où chaque repas était servi avec une portion supplémentaire d'amour, et où chaque nouveau souvenir s'intégrait parfaitement aux anciens, comme les ingrédients d'une recette parfaite qui continuerait à nourrir les cœurs pour les générations à venir.